Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « The Big Short » de Michael Lewis. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Michael Lewis est un auteur, journaliste et documentariste américain, connu pour ses récits captivants sur des sujets économiques, financiers et sportifs. Il est né en 1960 et a étudié à l'université de Princeton, où il a étudié l'histoire. Après ses études, Lewis a travaillé comme banquier d'investissement à New York, une expérience qui l'a inspiré pour écrire son premier livre, l'IRS Poker, 1989, qui est une chronique des excès de Wall Street pendant les années 1980. Michael Lewis est particulièrement célèbre pour ses ouvrages qui mettent en lumière des personnages marginaux et des situations exceptionnelles. Parmi ses œuvres les plus notables figurent Moneyball, 2003, qui raconte comment les Oakland Athletics ont utilisé des statistiques avancées pour construire une équipe compétitive à faible coût, et The Big Short, 2010, qui explore la crise financière de 2007 à 2008 à travers les yeux des investisseurs qui ont anticipé l'effondrement du marché des subprimes. Il a également écrit The Blind Side, 2006, qui raconte l'histoire de Michael Oher, un jeune homme sans abri qui est devenu joueur de la NFL grâce à l'aide d'une famille adoptive. Les livres de Lewis sont souvent salués pour leur capacité à rendre des sujets complexes accessibles et captivants, et ils ont été adaptés en films à succès, augmentant ainsi sa popularité au-delà du monde littéraire. En tant que journaliste, Michael Lewis a collaboré avec des publications telles que The New York Times Magazine et Vanity Fair. Son style d'écriture mêle rigueur journalistique et narration dynamique, ce qui lui a valu de nombreux prix et une reconnaissance internationale. Introduction. The Big Short de Michael Lewis n'est pas seulement un livre sur la crise financière, c'est un voyage dans les coulisses des marchés financiers et des personnages qui ont vu venir l'effondrement. À travers le regard de ceux qui ont compris avant les autres la vulnérabilité du système, Lewis présente une histoire d'opportunisme, de vision et, surtout, de vérité. Le premier chapitre est fondamental car il plante le décor, mettant en place les protagonistes et les premières étapes de leur parcours vers la découverte des failles du marché immobilier et des produits financiers complexes. Ce chapitre sert de tremplin pour comprendre la suite, qui exposera comment ces acteurs ont joué un rôle crucial dans la mise en lumière de la crise. Résumé du chapitre 1. Le premier chapitre de The Big Short commence par un aperçu des années qui ont précédé la crise, en se concentrant sur la montée en puissance des prêts hypothécaires subprimes. Lewis décrit l'engouement des investisseurs pour ces produits financiers complexes, souvent mal compris et mal évalués, qui ont permis de gonfler artificiellement le marché immobilier. Le chapitre établit un contexte de folie spéculative où des institutions financières, des courtiers et des investisseurs, séduits par la perspective de rendements élevés, se sont aventurés dans des territoires de plus en plus risqués. Au cœur de ce chapitre se trouvent des personnages tels que Michael Burry, un investisseur peu conventionnel et génie autodidacte. Ancien médecin et directeur de Sion Capital, Burry est l'un des premiers à repérer la fragilité des CDO, collateralised debt obligations, et des prêts subprimes. Il consacre des heures à examiner des milliers de prêts hypothécaires, découvrant que la qualité des crédits était bien plus médiocre que ce que l'on voulait bien faire croire. Alors que la plupart des investisseurs regardaient vers l'avenir avec des lunettes roses, Burry voyait les signes avant-coureurs d'un crash inévitable. En parallèle, le chapitre introduit l'importance de la complexité et de l'opacité des produits financiers. Lewis explique comment les banques et les agences de notation ont permis la propagation des produits toxiques à une échelle alarmante, souvent sans en comprendre les véritables risques. Les subprimes, des prêts à haut risque accordés à des emprunteurs peu solvables, sont le catalyseur de cette crise. Lewis décrit de façon vivante comment ces prêts étaient regroupés, réemballés et vendus, transformés en produits qui semblaient sûrs grâce à des notations de crédit trompeuses. À travers les yeux de Burry et d'autres investisseurs perspicaces, Lewis montre comment la finance est devenue un jeu de dupes, où la cupidité et le manque de transparence ont conduit à des décisions catastrophiques. Burry, en particulier, choisit de parier contre ces produits en les shortant, un acte qui s'avérera audacieux mais incroyablement risqué, car il s'attaquait à un système qui ne voulait pas reconnaître la vérité. Ce premier chapitre est essentiel pour comprendre pourquoi certains ont vu le danger avant que le système ne s'effondre. Exemples et conseils du chapitre 1. Le chapitre montre que la clé pour voir l'invisible est la perspicacité et la capacité à poser des questions simples mais percutantes. Burry, par exemple, ne se contentait pas de suivre les conseils des analystes, il faisait ses propres recherches en épluchant les contrats de prêt et en s'immergeant dans les détails techniques. C'est un conseil précieux pour tout lecteur,
le succès dans les investissements et les affaires exige une indépendance de pensée et une volonté d'aller plus loin que ce que l'on vous dit. Lewis souligne également le rôle central de la curiosité intellectuelle. Dans un contexte où la majorité des acteurs du marché se contentaient d'une vue simpliste, Burry a pris le temps de creuser et d'apprendre, découvrant des anomalies que la plupart auraient ignorées. Cela rappelle au lecteur l'importance de questionner les évidences et de chercher des preuves solides avant de prendre des décisions importantes. Le chapitre 1 de The Big Short sert de fondation pour la suite de l'ouvrage, qui approfondit les parcours des autres personnages et les détails complexes des produits financiers impliqués. L'auteur continue de dresser un tableau de la crise à travers des récits qui, bien que parfois techniques, sont expliqués de manière à captiver même ceux qui ne sont pas familiers avec le monde de la finance. Conclusion. Le premier chapitre de The Big Short est un prélude saisissant aux événements qui ont changé le visage de la finance mondiale. Michael Lewis parvient à transformer un sujet complexe en une lecture addictive et enrichissante. Ce chapitre met en lumière la vision de ceux qui ont anticipé l'effondrement, en particulier Michael Burry, dont la capacité à voir au-delà des apparences et à comprendre la mécanique de la crise a été à la fois un acte de génie et un défi. À travers ce récit, Lewis montre que l'essence de l'investigation et de la prévoyance réside dans la capacité à questionner et à approfondir, même lorsque tout semble aller dans la même direction. Pour les lecteurs et auditeurs, ce chapitre est un appel à développer une pensée critique et à ne pas accepter les choses telles qu'elles apparaissent. C'est une leçon intemporelle sur le courage de suivre sa propre voie, même lorsqu'elle va à contre-courant, et un avertissement sur les dangers de l'aveuglement collectif. Introduction. The Big Short de Michael Lewis est un livre qui dévoile les coulisses de la crise financière de 2007 à 2008, en se concentrant sur les personnages qui ont vu l'effondrement venir et ont trouvé un moyen de tirer profit de la situation. Le chapitre 2, intitulé « Le pied de Burry », se concentre sur Michael Burry, un investisseur non conventionnel, qui, contre l'opinion des experts et des institutions financières, a anticipé l'effondrement du marché des subprimes. Le style de Lewis est précis, vivant et détaillé, et il parvient à rendre la complexité des concepts financiers accessibles au lecteur tout en construisant une tension narrative qui garde l'attention. Résumé du chapitre 2. Le chapitre 2 de The Big Short s'ouvre sur la personnalité singulière de Michael Burry, un ancien médecin devenu gestionnaire de fonds. Lewis décrit Burry non seulement comme un génie de la finance, mais aussi comme un personnage singulier, au comportement souvent atypique. Il est décrit comme un homme aux yeux perçants et aux manières introverties, passionné par les chiffres et la recherche, souvent déconcertant pour ses collègues et clients. Burry a créé et gère Sion Capital, un fonds d'investissement à la base modeste, mais qui allait devenir un des plus célèbres grâce à sa stratégie contre les CDO. Le chapitre trace son parcours depuis ses premiers jours de médecin jusqu'à sa décision radicale de se lancer dans la finance, un domaine où il pourrait appliquer sa rigueur analytique et son intuition peu commune. L'auteur détaille comment Burry, en examinant les détails des prêts hypothécaires, a découvert la fragilité de ses produits. Il s'aperçoit que de nombreux prêts subprimes, regroupés en CDO, sont basés sur des emprunteurs avec des capacités de remboursement insuffisantes. Lewis explique comment Burry a analysé des milliers de contrats et a constaté que les prêts les plus risqués, ceux qui avaient été mal notés par les agences de notation, étaient en fait de plus en plus nombreux. Son analyse lui permet de tirer des conclusions audacieuses, la crise des subprimes est inévitable, et l'effondrement est proche. Pour se protéger et tirer parti de la crise imminente, Burry décide de parier contre le marché en utilisant des produits appelés CDS, Credit Default Swap. Ces instruments financiers, qui fonctionnent comme des assurances contre le défaut de paiement, sont encore mal compris par la majorité des acteurs du marché à l'époque. Le pari de Burry est audacieux et risqué, car il s'attaque à un marché dont la majorité des acteurs ignorent le potentiel de défaillance. Le chapitre détaille les réactions de ses collègues, des clients et des analystes lorsqu'ils apprennent la stratégie de Burry. Beaucoup le prennent pour un « fou » ou un « visionnaire hors norme ». L'un des aspects les plus intrigants du chapitre est la façon dont Burry, en s'appuyant sur ses compétences analytiques, commence à se détacher du consensus général et à suivre sa propre voie, faisant preuve d'une grande confiance en ses convictions, même lorsque celle-ci le place en opposition avec tout le monde autour de lui. Exemples et conseils du chapitre 2. Michael Lewis souligne que la véritable valeur de la stratégie de Burry réside dans sa capacité à penser différemment. Un exemple frappant est la manière dont Burry, en utilisant des analyses approfondies, identifie la faiblesse du marché avant qu'elle ne devienne évidente pour les autres. Cela montre l'importance d'une recherche indépendante et d'une pensée critique dans l'investissement et la prise de décision. Un autre conseil implicite est de ne jamais se laisser influencer par le consensus général.
Burry, malgré la pression, a maintenu son point de vue et a poussé ses convictions jusqu'à parier massivement contre le marché. Ce qui a commencé par une prise de risque relativement isolée est devenu une démonstration de la puissance de l'analyse minutieuse et de la capacité à agir lorsque les autres hésitent. Lewis nous rappelle aussi que le succès dans des domaines aussi complexes que la finance requiert non seulement de la compétence, mais aussi de la persévérance. Burry n'a pas cédé à la pression de ses clients qui doutaient de lui, et il a continué à élaborer sa stratégie. Cela souligne l'importance de la persistance et de la conviction dans les moments de doute. Conclusion. Le chapitre 2 de The Big Short offre une introduction fascinante à Michael Burry et à sa manière unique d'appréhender la finance. Lewis parvient à rendre Burry à la fois complexe et relatable, un homme dont les compétences extraordinaires et la vision peu orthodoxe ont été à l'origine d'un des paris les plus audacieux et les plus rentables de la crise financière. L'histoire de Burry, qui commence avec des analyses pointues et une stratégie de shorting avant-gardiste, pose les bases de la suite du livre, où d'autres personnages viendront confirmer que la crise était, en effet, inévitable. Le chapitre nous rappelle que la réussite, surtout dans des domaines à haut risque, nécessite un mélange de connaissances approfondies, d'indépendance intellectuelle et de courage. Michael Burry est le premier d'une série de personnages qui démontreront que, parfois, la clé du succès réside dans la capacité à voir ce que les autres refusent de voir et à agir en conséquence. Introduction. Le chapitre 3 de The Big Short nous plonge dans l'univers de Wall Street et des institutions financières qui, par leur méconnaissance et leur cupidité, ont contribué à la crise des subprimes. Dans ce chapitre, Michael Lewis s'intéresse aux acteurs du marché qui, contrairement à Michael Burry, n'ont pas vu venir le danger. À travers le prisme de ces personnages, Lewis souligne l'ampleur de la folie collective et de l'aveuglement des experts financiers. Il révèle comment, dans un contexte de prospérité aveugle, la notion de risque a été reléguée au second plan, et comment des produits financiers complexes ont été créés, échangés et mal compris. Ce chapitre offre une perspective précieuse pour comprendre l'envers du décor de la crise de 2007 à 2008. Résumé du chapitre 3. Dans ce chapitre, Lewis s'attache à explorer le monde des courtiers et des financiers qui ont eu une influence majeure sur la création et la diffusion des produits financiers risqués. Il décrit comment la plupart des acteurs de Wall Street, loin de chercher à comprendre les implications des produits complexes, se concentraient uniquement sur le profit immédiat. Le système financier était devenu une machine à créer de la richesse à court terme, alimentée par des titres de créance et des produits dérivés qui ne faisaient que masquer la réalité du marché immobilier. Lewis introduit des personnages comme Greg Lippmann, un trader de Deutsche Bank qui, à la différence de nombreux autres, a vu l'opportunité de tirer profit de l'effondrement à venir. Greg est un personnage clé dans le chapitre car il incarne l'archétype du financier qui, bien que motivé par le profit, est un peu plus lucide que ses pairs. Il a compris les failles des subprimes et a commencé à vendre à découvert ses produits, adoptant une approche qui, aux yeux de beaucoup, frôlait le cynisme. Lippmann, avec une énergie débordante et un sens du spectacle, est l'incarnation d'une ambition débridée et de la prise de risque calculée. Mais le chapitre ne se limite pas à présenter les acteurs qui ont anticipé la crise, il s'attarde aussi sur ceux qui, malgré les signes évidents, ont choisi de fermer les yeux. Des dirigeants de grandes banques et des analystes qui, par peur de perdre leur position ou par simple ignorance, ont préféré rester dans le déni. Lewis décrit des réunions où la complexité des produits financiers est à peine comprise, et des gestionnaires de portefeuille qui, incapables d'identifier les risques, se contentent de suivre la foule. Une partie importante de ce chapitre est consacrée à la notion de tranchage et de façonnage des prêts hypothécaires. Les prêts étaient regroupés, réemballés et vendus sous forme de CDO, des produits financiers qui, en apparence, semblaient sécurisés, mais qui cachaient une toxicité incroyable. Lewis explique comment des agences de notation telles que Moody's et Standard & Poor's ont contribué à la propagation des produits risqués en attribuant des notations de crédit élevées à des titres qui étaient, en réalité, des bombes à retardement. Lewis utilise son talent de narrateur pour rendre la complexité des CDO et des CDS accessible aux lecteurs. Il montre comment ces produits étaient souvent mal compris même par ceux qui les créaient. Par exemple, il raconte comment un groupe de traders chez Deutsche Bank a été chargé de structurer un CDO sans comprendre entièrement les implications des risques qu'il prenait. L'auteur met en lumière la mentalité de « trouver le moyen de gagner » qui dominait à Wall Street. Les courtiers et les banquiers faisaient circuler des idées telles que la « fin de l'histoire », une notion qui prétendait que tant que le marché immobilier restait stable, les risques étaient minimes. C'était un cercle vicieux où l'apparence de la prospérité cachait la fragilité sous-jacente.
Les investisseurs étaient motivés par la peur de rater l'opportunité, et non par le désir de comprendre la véritable nature des actifs dans lesquels ils investissaient. Exemples et conseils du chapitre 3. Michael Lewis présente des exemples qui illustrent la déconnexion entre les acteurs du marché et la réalité de leurs produits. L'exemple le plus frappant est celui de Greg Lippmann, qui, par une combinaison de perspicacité et de méthode, a réussi à anticiper la crise. Lippmann ne se contentait pas de suivre le consensus, il cherchait activement les failles, un conseil précieux pour quiconque s'intéresse à la finance ou à l'investissement. La leçon principale est claire, être un bon investisseur nécessite d'être sceptique, de remettre en question les certitudes et de ne pas se laisser emporter par la tendance. Un autre conseil, implicite mais essentiel, est de ne jamais sous-estimer l'importance de la compréhension technique dans la finance. Lewis montre que la majorité des acteurs de Wall Street ont pris leurs décisions sans véritablement comprendre ce qu'ils achetaient ou vendaient. La diligence et la compétence technique sont, selon Lewis, des qualités primordiales qui peuvent faire la différence entre le succès et la faillite. Conclusion. Le chapitre 3 de The Big Short offre une vue fascinante sur le fonctionnement interne de Wall Street à l'époque de la crise des subprimes. Michael Lewis nous montre comment l'avidité et l'ignorance collective ont conduit à un excès de confiance et à une prise de risque imprudente. Les personnages présentés, de Greg Lippmann à ceux qui ont fermé les yeux sur les signes avant-coureurs, sont un reflet de la folie et de l'aveuglement qui ont caractérisé le système financier. Ce chapitre nous rappelle l'importance de l'analyse indépendante, de la curiosité intellectuelle et du courage de prendre des décisions contraires au consensus. Pour ceux qui veulent éviter les erreurs du passé, la leçon est claire. L'expertise et la préparation sont les meilleurs remparts contre l'aveuglement collectif et la folie des marchés. The Big Short n'est pas seulement un récit sur la crise, mais un manuel sur les erreurs à éviter, les signaux à reconnaître et la manière dont la rigueur analytique peut s'avérer être la clé du succès même dans les périodes de plus grande incertitude. Introduction. Le chapitre 4 de The Big Short est une exploration fascinante du monde des finances et des personnes qui ont vu à travers les apparences des marchés immobiliers et des produits financiers complexes. Michael Lewis nous transporte dans l'univers des outsiders, ceux qui ont osé remettre en question la stabilité apparente du système. L'auteur raconte comment ces visionnaires ont commencé à percevoir les failles du marché et ont pris des mesures audacieuses pour parier contre la bulle des subprimes. C'est un chapitre qui met en lumière l'ingéniosité, l'intuition et la perspicacité, mais aussi l'aveuglement et l'ignorance des masses dans le monde de la finance. Résumé du chapitre 4. Le chapitre 4 de The Big Short nous fait découvrir les personnages qui se sont aventurés sur le terrain de jeu de la finance avec un regard différent. Ces personnages, loin d'être des experts financiers traditionnels, ont des approches uniques et des perspectives qui les distinguent des autres. L'un des personnages centraux de ce chapitre est Michael Burry, un gestionnaire de fonds d'investissement qui, avec son approche méthodique et ses convictions inébranlables, a commencé à parier contre le marché immobilier américain bien avant que la crise ne devienne évidente. Michael Burry, qui est souvent perçu comme un génie atypique, est présenté par Lewis comme un analyste obstiné et minutieux. Il est passionné par l'analyse des données, à tel point qu'il passe des heures à examiner des détails apparemment insignifiants dans des rapports financiers. C'est son habileté à scruter les chiffres et à découvrir des anomalies que personne d'autre ne voit qui va lui permettre de prédire l'effondrement des subprimes. Lewis nous montre comment Burry a observé la croissance des prêts hypothécaires à risque, qui étaient souvent accordés à des emprunteurs incapables de rembourser leurs dettes, et a compris que ces prêts créeraient inévitablement une crise. L'auteur détaille la manière dont Burry a utilisé des instruments financiers appelés CDS, Credit Default Swap, pour parier contre les titres adossés à des prêts hypothécaires. Ce pari, loin d'être populaire, le mettait en opposition avec ses clients et les autres financiers, qui voyaient la situation comme stable et en croissance. La détermination de Burry et son insistance à expliquer son raisonnement à ses investisseurs, souvent mal compris ou ignorés, révèlent à la fois l'isolement et la force de conviction nécessaires pour anticiper un événement aussi catastrophique. Mais Lewis ne se contente pas de parler de Burry. Il nous introduit à d'autres figures qui, pour des raisons variées, ont aussi su détecter les signaux d'alerte. Parmi eux, on trouve des investisseurs et des traders qui, comme Burry, comprenaient les subtilités des produits financiers complexes et n'avaient pas peur d'affronter les dogmes de leur industrie. Les méthodes d'analyse et la capacité à penser différemment sont des thèmes majeurs de ce chapitre. Un aspect marquant de ce chapitre est la manière dont Lewis décrit la résistance au changement et la résistance à l'adversité que ses précurseurs ont dû affronter. Le chapitre illustre comment, malgré l'évidence des signes de la crise pour ceux qui savaient où chercher,
la majorité des acteurs de Wall Street se cramponnaient à des croyances erronées et à un optimisme aveugle. Lewis met également en lumière la réaction des grandes institutions financières lorsqu'elles ont été confrontées aux critiques de ceux qui avaient déjà identifié les failles du marché. Les dirigeants de banques et les analystes qui se concentraient sur la recherche de profits immédiats n'ont pas pris la peine de remettre en question la validité de leur modèle financier. Cela renforce l'idée que l'aveuglement collectif est l'un des moteurs de la crise. La peur de perdre face à la concurrence et la pression de maximiser les profits ont prévalu sur l'analyse critique et la prudence. Exemples et conseils tirés du chapitre 4. L'une des leçons essentielles tirées de ce chapitre est l'importance de remettre en question le consensus et de penser par soi-même. Michael Burry est un exemple de la façon dont la perspicacité, l'analyse rigoureuse des données et la détermination peuvent ouvrir la voie à des opportunités que les autres ignorent. Son histoire montre que la réussite dans les investissements n'est pas seulement le résultat de la chance ou des tendances générales, mais souvent le fruit d'une analyse approfondie et d'une volonté de défier les normes. Lewis souligne également le pouvoir de l'intuition combinée à l'analyse. Burry, bien que méthodique, se fiait aussi à son instinct pour comprendre le marché. Un conseil implicite que l'on peut tirer est que la capacité à s'écarter du chemin tout tracé et à adopter des perspectives non conventionnelles est ce qui permet de repérer les opportunités, même dans les périodes de grande incertitude. Le chapitre met aussi en avant l'importance de la transparence et de la communication. Burry, malgré ses efforts pour expliquer sa stratégie à ses clients, se heurtait à des incompréhensions et à des critiques. Cela nous rappelle que, même lorsque l'on est convaincu de la solidité de nos analyses, il est crucial de bien communiquer et de trouver des moyens de convaincre ceux qui sont moins informés ou qui préfèrent rester dans leur zone de confort. Conclusion. Le chapitre 4 de The Big Short de Michael Lewis est un témoignage percutant de la manière dont les véritables visionnaires peuvent être des agents de changement dans des périodes de folie collective. L'auteur nous montre que, même si ces visionnaires étaient souvent isolés, leur capacité à penser différemment et à analyser en profondeur leur a permis de prédire l'inévitable. Michael Burry, avec son approche méthodique et son courage, est le personnage principal qui incarne cette lutte contre la vague de l'optimisme aveugle. Ce chapitre rappelle que l'analyse indépendante, l'audace et la persistance sont des qualités qui peuvent faire toute la différence dans les moments de crise. Lewis souligne comment les erreurs et les omissions des institutions financières, motivées par l'appât du gain, ont conduit à une catastrophe évitable. Pour les lecteurs et les auditeurs qui souhaitent tirer des leçons de cette période tumultueuse, le chapitre est une source d'inspiration. Il montre que comprendre la complexité et rester fidèle à ses convictions, même quand cela signifie affronter le statu quo, est la voie vers le succès et l'intégrité. Introduction. Le chapitre 5 de The Big Short est un pivot dans l'intrigue, car il révèle les moments où l'imbroglio des marchés financiers commence à se fissurer et où les acteurs, qui avaient jusque-là été en marge, se préparent à tirer parti de la situation. Michael Lewis, fidèle à sa manière d'écrire, narre non seulement les faits, mais aussi les détails humains et les réactions des individus face à l'adversité. Le chapitre est riche en analyses et présente des personnages complexes qui agissent souvent contre l'opinion populaire, animés par leur propre vision de la vérité. Résumé du chapitre 5. Ce chapitre se concentre sur l'accumulation des preuves et la montée de la pression qui précède la crise. On découvre comment des acteurs comme Michael Burry, Steve Eastman et d'autres ont pris des positions qui allaient à l'encontre des prévisions des experts financiers et des institutions. Burry, par exemple, continue à parier contre les titres adossés à des prêts hypothécaires sublimes, malgré les scepticismes et les réticences des investisseurs qui commencent à s'inquiéter pour leur argent. Le chapitre dépeint Burry comme une figure à la fois excentrique et géniale, à la recherche de données qui confirmeraient sa théorie selon laquelle le marché allait s'effondrer. En parallèle, Steve Eastman, un autre investisseur de la scène financière, est décrit comme étant tout aussi brillant mais d'une approche plus abrasive et sans compromis. Sa personnalité directe et sa capacité à critiquer ouvertement le système font de lui un personnage intrigant. Lewis le présente comme un analyste qui ne craint pas de révéler les failles du système, même quand cela signifie que ses collègues le regardent comme un perturbateur. Le chapitre montre aussi comment ces investisseurs ont dû faire face à la résistance et au doute. Tandis que Burry analysait méticuleusement les contrats et les produits dérivés pour découvrir les risques cachés, Eastman et son équipe mettaient en évidence l'irresponsabilité et la cupidité des institutions financières. Leur travail consistait à décomposer les complexités des CDO, collateralised debt obligations, et des CDS pour prouver qu'ils étaient surévalués et que, lorsque le marché allait s'effondrer, les pertes seraient catastrophiques. Un aspect marquant de ce chapitre est la façon dont les banques et les agences de notation ont joué un rôle dans le gonflement de la bulle.
Michael Lewis expose la complicité, souvent involontaire, des analystes et des décideurs qui avaient tout intérêt à maintenir une image positive des produits financiers, même lorsque les signes de vulnérabilité étaient évidents. Les notations AA attribuées à des titres de dette hautement risqués sont un exemple frappant de la dérive des agences de notation. Exemples et conseils. Un des exemples les plus frappants de ce chapitre est la persistance de Burry. Il a passé des mois à passer au crible des données de prêts hypothécaires, bien avant que la crise n'éclate, pour démontrer la fragilité de la bulle. Cela souligne l'importance de l'analyse approfondie et de la recherche indépendante pour identifier des tendances qui échappent à la majorité. Burry a montré que pour anticiper des événements significatifs dans les marchés, il fallait souvent être prêt à nager à contre-courant, à remettre en question la pensée dominante et à prendre des positions impopulaires. Eastman, quant à lui, offre une leçon sur la communication efficace des risques. Sa capacité à articuler ses observations de manière claire et précise a permis de convaincre des personnes qui, autrement, auraient été réticentes à écouter des avis contraires à ceux des experts établis. Cela nous rappelle que la rigueur et la capacité à expliquer un raisonnement complexe en termes simples sont des compétences essentielles pour ceux qui cherchent à influencer ou à éduquer leur public. Enfin, le chapitre met en évidence la nécessité de reconnaître l'importance des signaux faibles. Dans un marché en plein essor, où les gains semblent garantis, il est facile de passer à côté des signaux d'alerte. Lewis rappelle que les investisseurs avertis doivent non seulement être attentifs aux tendances dominantes, mais aussi se concentrer sur les détails qui révèlent des vérités cachées. Conclusion. Le chapitre 5 de The Big Short est une exploration captivante des esprits qui ont vu au-delà des apparences et ont compris que le système financier mondial, aussi puissant qu'il soit, n'était pas infaillible. Michael Lewis, avec sa capacité à capturer la complexité des personnages et la dynamique des événements, nous rappelle l'importance de la vigilance et de la pensée indépendante dans le monde de la finance. Les histoires de Michael Burry et de Steve Eastman montrent que, dans des moments de crise, ce sont ceux qui osent remettre en question les certitudes et qui se préparent méticuleusement qui parviennent à sortir gagnants. Ce chapitre est un témoignage de l'ingéniosité, de la persévérance et du courage de ceux qui, face à l'adversité, ont préféré écouter leur instinct et leurs analyses plutôt que de se conformer à la majorité. Les leçons qu'on en tire sont nombreuses, l'analyse approfondie, la persistance face à l'opposition et la capacité à détecter les failles avant qu'elles ne deviennent des gouffres sont essentielles pour naviguer dans un monde aussi complexe que celui de la finance. Introduction. Dans The Big Short, Michael Lewis retrace les événements ayant mené à la crise financière de 2008 et raconte l'histoire des acteurs qui ont vu venir la tempête bien avant qu'elle n'éclate. Le chapitre 6 s'ancre dans la période où les paris contre le marché immobilier commencent à s'intensifier. Ce chapitre explore la manière dont les positions de ceux qui ont anticipé la crise deviennent de plus en plus risquées, et comment ils doivent naviguer à travers les obstacles pour convaincre leurs investisseurs et obtenir des gains qui semblaient impossibles. La façon dont Lewis décrit ces moments est une masterclass en narration et en analyse des dynamiques de pouvoir et de psychologie de marché. Résumé du chapitre 6. Le chapitre 6 se concentre sur l'évolution de la crise en 2007 et la montée en puissance de ceux qui avaient pris des positions contre le marché de l'immobilier, notamment Michael Burry, un investisseur atypique, et ses homologues. Les détails de ce chapitre plongent le lecteur dans les aspects financiers complexes du marché immobilier et la manière dont les instruments financiers tels que les CDO et les CDS sont devenus des vecteurs de risque systémique. Lewis met en lumière les tensions entre ceux qui ont vu la réalité et les autres, y compris les institutions financières et les investisseurs qui prenaient encore des positions risquées. Michael Burry, une vision unique. Michael Burry, un personnage central de l'histoire, est décrit comme un génie souvent incompris. Il a utilisé ses compétences en analyse de données pour repérer les failles dans le marché immobilier. Burry est l'exemple parfait de l'outsider qui, malgré des convictions solides, est mis à l'épreuve par la pression des investisseurs et des analystes qui doutent de son jugement. Lewis capture la solitude de Burry et ses efforts pour convaincre les autres de la validité de son analyse. Il s'illustre non seulement par sa perspicacité, mais par son intégrité et son incapacité à compromettre ses principes, même au milieu du scepticisme général. L'approche de Steve Eastman. Un autre acteur majeur du chapitre est Steve Eastman, un investisseur brillant connu pour son franc-parler et sa critique virulente de l'establishment financier. Lewis décrit Eastman comme un homme qui, non seulement voyait les failles dans le système, mais était aussi prêt à les exposer. Eastman et son équipe se concentrent sur la manière dont les CDO sont structurés et comment les agences de notation, tels que Moody's et S&P, attribuent des notes à des produits d'investissement qui, selon eux, sont intrinsèquement risqués. Ce qui ressort dans le récit de Lewis,
c'est la manière dont Eastman perçoit l'hypocrisie des grandes institutions qui, sous couvert de sécurité, prenaient des risques énormes. Ses conversations avec ses collaborateurs montrent un homme résolu à mettre en lumière les dysfonctionnements, même si cela signifiait se confronter à la majorité des analystes et à la culture de la finance de Wall Street, qui valorisait avant tout la croissance et les gains rapides. L'essor des positions contre le marché. Au fur et à mesure que les signes de la crise deviennent plus évidents, le chapitre montre comment ces investisseurs individuels et leurs équipes prennent des positions encore plus audacieuses. Michael Burry, par exemple, passe de l'analyse à l'action concrète. Il utilise des produits dérivés complexes pour créer un portefeuille de CDS, pariant ainsi contre des titres hypothécaires qu'il estime surestimés et trop risqués. Un point clé de ce chapitre est la réflexion sur la manière dont ces positions sont perçues par le reste du marché et par les banques. Les institutions, en particulier celles qui émettent des CDO, refusent d'admettre la réalité des données. Leur stratégie de dissimulation est motivée par la peur de la perte et le désir de maintenir la confiance des investisseurs. Exemples et conseils. Lewis use de nombreuses anecdotes pour montrer la détermination et la résistance des investisseurs qui ont vu la crise venir. Il décrit comment, malgré les doutes et les pressions, ces investisseurs ont continué à se battre pour leurs convictions. Cette capacité à persister, même lorsque l'on est contre le courant dominant, est une leçon précieuse pour tout entrepreneur ou investisseur. Elle démontre que le succès à long terme est souvent le résultat d'une vision indépendante et de la volonté de suivre son analyse, même en période de grande incertitude. Un autre exemple frappant est la manière dont Burry a utilisé l'analyse quantitative pour anticiper le déclin. Il a pris des données complexes et les a transformées en insights exploitables, soulignant l'importance de la recherche approfondie et de la rigueur analytique dans la prise de décision. Lewis rappelle que dans un monde où tout le monde semble courir après le même objectif, la capacité à penser différemment et à adopter des stratégies non conventionnelles est un atout. Conclusion. Le chapitre 6 de The Big Short est une exploration des tensions entre l'intégrité, la perspicacité et la résistance face à une culture financière qui privilégie la croissance rapide et le profit immédiat. Michael Lewis, par son style narratif unique, parvient à capturer l'essence de ces moments où l'aveuglement collectif côtoie la clairvoyance de quelques esprits brillants. Les histoires de Michael Burry et Steve Eastman illustrent que la réussite dans le domaine de la finance, comme dans de nombreux autres domaines, requiert une combinaison de courage, d'analyse et d'une conviction indéfectible. En conclusion, le chapitre 6 de The Big Short ne se contente pas de décrire une crise, il explore la nature humaine, la psychologie de masse et la lutte entre la vérité et l'illusion. Il nous rappelle que les véritables leaders et innovateurs sont ceux qui, même lorsqu'ils sont seuls contre tous, choisissent de suivre leur vision, avec pour seule boussole leur intégrité et leur capacité à analyser les faits de manière impartiale. Introduction. The Big Short de Michael Lewis est bien plus qu'une simple analyse de la crise financière de 2008, c'est un récit captivant de ceux qui ont compris les mécanismes de la crise bien avant qu'elle n'éclate. Le chapitre 7 se concentre sur le moment où la prédiction des investisseurs comme Michael Burry et Steve Eastman commence à se matérialiser, tandis que les institutions financières, aveuglées par l'avidité et le déni, continuent à ignorer les signes avant-coureurs. Dans ce chapitre, Lewis dépeint un contraste saisissant entre l'éveil des parieurs contre le marché et la réticence des banques à voir la réalité en face. C'est un moment charnière où la tension monte, les gains commencent à se concrétiser pour certains, et les implications d'une crise imminente deviennent de plus en plus claires. Résumé du chapitre 7. Le chapitre 7 de The Big Short s'attarde sur la période où la vérité sur la fragilité du marché immobilier américain commence à émerger de manière irréfutable. C'est l'époque où les analyses de ceux qui avaient pris des positions contre le marché deviennent non seulement justifiées mais également visibles par une plus grande partie du monde financier. Michael Lewis décrit comment certains des parieurs les plus audacieux commencent à voir leurs prévisions se réaliser, tandis que les institutions qui ont bâti leur empire sur des hypothèses faussement optimistes commencent à vaciller. Michael Burry, un précurseur dans l'ombre. Michael Burry, l'investisseur qui a pris le premier les paris contre le marché immobilier, est de plus en plus confronté à l'opposition et aux doutes. Malgré ses succès, il doit faire face à la pression de ses investisseurs qui trouvent difficile d'accepter que les gains arrivent lentement et que les risques sont réels. Lewis dépeint Burry comme un personnage à la fois complexe et intransigeant, qui se bat non seulement contre le système mais aussi contre ses propres démons intérieurs. L'auteur souligne comment Burry, avec une approche méthodique et presque obsessionnelle, analyse les détails des contrats de titrisation et les structures des produits dérivés. Il voit des signes que beaucoup d'autres refusent de voir, et il est capable de prédire non seulement l'effondrement imminent,
mais aussi les détails précis de la façon dont cela va se produire. Ces investissements dans des CDS sur des prêts hypothécaires subrimes commencent à prendre de la valeur, mais ce n'est que le début d'une série de réactions en chaîne qui mettront à l'épreuve sa patience et sa détermination. Steve Eastman et l'incrédulité du système. Steve Eastman, un autre personnage clé, continue à dénoncer la folie du marché et à exposer les pratiques des banques et des agences de notation. Son franc-parler le rend à la fois admiré et redouté, et Lewis utilise ce personnage pour montrer la dualité de la finance, l'attrait du profit et la déshumanisation qui en découle. Eastman ne se contente pas de suivre la tendance, il défie les conventions et critique ouvertement les institutions qu'il considère comme corrompues ou malhonnêtes. Au fur et à mesure que les signes de l'effondrement se multiplient, la pression s'intensifie. Lewis décrit comment les analystes et les experts du secteur, encore en grande partie optimistes ou simplement ignorants, réagissent à ces prédictions. La résistance à accepter la réalité devient palpable, tant dans les grandes banques que dans les foyers de l'élite financière. Eastman, tout en continuant à dénoncer l'incompétence des agences de notation et les pratiques risquées des banques, attire l'attention des médias et du public, ce qui le place sous une lumière de plus en plus intense. L'ascension de la crise, le point de non-retour. Le chapitre décrit comment, à mesure que la crise se précise, les gains réalisés par les investisseurs en CDS deviennent plus tangibles. Les parieurs contre le marché commencent à récolter des fruits de leurs investissements. Cependant, cette victoire a un prix, la montée des tensions internes et la prise de conscience que l'effondrement total est proche. Les banques, qui sont désormais acculées par l'effondrement des valeurs des actifs, commencent à se retrancher. Les détails financiers des instruments de titrisation, des CDO aux tranches de dette, sont expliqués par Lewis avec une clarté qui fait comprendre leur rôle dans la crise. Le chapitre aborde comment les grandes institutions financières, et particulièrement celles qui avaient parié sur la fausse sécurité des prêts hypothécaires subrimes, voient leur position se dégrader. Celles-ci, qui ont accumulé des millions de dollars de dettes toxiques, se trouvent désormais dans l'incapacité de soutenir leur propre poids. Exemples et leçons. Michael Lewis ne se contente pas de raconter la montée en puissance des gains et des pertes, il souligne aussi les leçons essentielles que l'on peut tirer de la crise. L'une des plus importantes est l'importance de la diligence raisonnable et de l'analyse approfondie. Les personnages qui ont anticipé la crise l'ont fait non seulement grâce à une intuition extraordinaire mais grâce à un travail acharné, une analyse minutieuse et une capacité à voir ce que la majorité ignorait. Par exemple, l'approche de Burry, qui passait des heures à analyser des contrats et des données de marché pour confirmer ses hypothèses, montre l'importance de ne jamais se contenter de ce qui est présenté comme acquis. La rigueur dans l'analyse, même face à l'opposition, est une qualité que Lewis met en avant comme indispensable pour quiconque cherche à naviguer dans un environnement financier complexe. Conclusion. Le chapitre 7 de The Big Short de Michael Lewis est un tournant dans le livre où la réalité de la crise financière devient impossible à ignorer. Les gains des parieurs contre le marché montrent que leurs analyses n'étaient pas seulement justifiées, mais visionnaires. Michael Burry et Steve Eastman sont présentés non pas comme des héros au sens classique, mais comme des avertisseurs dans un système où la majorité choisit de fermer les yeux. Lewis utilise ce chapitre pour souligner un thème central, le pouvoir de l'indépendance intellectuelle dans un monde où la conformité et le conformisme sont souvent récompensés. Le chapitre rappelle que les grandes crises, qu'elles soient économiques ou autres, révèlent les vérités les plus profondes sur la nature humaine et les structures qui gouvernent notre société. Les leçons tirées des actions et des analyses de ces investisseurs sont précieuses non seulement pour les acteurs de la finance, mais pour quiconque cherche à comprendre comment les grandes catastrophes peuvent être évitées en écoutant ceux qui voient ce que d'autres refusent de voir. Introduction. The Big Short de Michael Lewis est une analyse audacieuse et révélatrice de la crise financière de 2008, explorant la psychologie et les motivations des investisseurs qui ont vu l'effondrement venir et ont agi contre le consensus. Dans le chapitre 8, Lewis dévoile comment les acteurs qui ont parié contre le marché subrime arrivent à un moment de vérité. Le chapitre illustre la confrontation entre l'avidité irrationnelle des institutions financières et le savoir éclairé des petits investisseurs qui avaient vu au-delà des apparences. Ce chapitre est un point tournant dans le livre où les choix audacieux de ceux qui s'opposaient au système commencent à porter leurs fruits. Résumé du chapitre 8. Le chapitre 8 commence par un moment de tension qui marque le début du véritable effondrement du marché immobilier américain. Les acteurs qui avaient pris des positions courtes, tels que Michael Burry et Steve Eastman, commencent à voir leurs prévisions se concrétiser. Ce n'est pas encore la crise totale, mais le sol commence à se dérober sous les pieds des grandes banques et des institutions financières.
Lewis décrit comment la complexité des produits financiers et la cupidité aveugle des banques ont permis à cette bulle de se gonfler jusqu'à l'explosion. La découverte de la fragilité des produits financiers. Le chapitre met en lumière la manière dont la véritable nature des produits de titrisation, comme les CDO, Collateralized Debt Obligations, commence à devenir évidente pour ceux qui avaient pris la peine de les analyser. Les produits dérivés complexes, qui avaient été créés pour masquer la réalité de la dette subrime, sont démasqués pour ce qu'ils sont, des instruments qui, au lieu de réduire le risque, l'ont exacerbé. Burry et ses pairs, armés de leur expertise, sont parmi les premiers à tirer parti de cette prise de conscience, alors que les institutions financières traditionnelles continuent de nier l'évidence. Michael Burry est la confirmation de son analyse. Michael Burry, un personnage clé de l'histoire, commence à recevoir des appels et des messages de ses investisseurs, souvent inquiets et doutant de la validité de son approche. Lewis montre comment Burry, malgré la pression et l'incompréhension croissante autour de ses choix, persiste dans sa conviction. Il est dépeint non seulement comme un investisseur brillant, mais aussi comme un outsider qui, à force de ténacité et de capacité analytique, a su démontrer que la crise était imminente. L'auteur décrit comment, lorsque les premières pertes deviennent inévitables, les banques et les agences de notation commencent enfin à reconnaître la gravité de la situation. Cependant, leurs réactions sont loin d'être suffisantes pour freiner l'effondrement. Le récit de Lewis ici est fascinant car il souligne la lenteur de la réaction du système financier face à un cataclysme qu'ils avaient contribué à construire. L'explosion de la crise, les premiers signes de panique. Lewis décrit le moment où la crise commence réellement à se manifester. Les prix des logements chutent, et la contagion se propage dans les secteurs financiers et immobiliers. Le chapitre explore l'angoisse croissante des institutions financières, qui doivent maintenant faire face à l'ampleur de leurs erreurs. Les employés de Wall Street, souvent décrits dans l'ouvrage comme des individus confiants et implacables, deviennent de plus en plus nerveux à mesure que la situation se détériore. Steve Eisman et l'escalade de la critique. Steve Eisman, avec sa personnalité franche et souvent abrasive, continue à scruter le marché tout en dénonçant les pratiques risquées et les comportements non éthiques des grandes banques et agences de notation. Lewis souligne comment Eisman est à la fois un héros et un provocateur, il incarne l'intégrité dans un système de plus en plus corrompu. Par ses actions et ses paroles, il force ceux qui l'écoutent à reconnaître les failles du système, même lorsque ce n'est pas populaire. Exemples et conseils tirés du chapitre. Michael Lewis illustre que, dans le monde de la finance, la vigilance et la pensée critique sont des qualités essentielles pour repérer les failles du marché avant qu'elles ne deviennent des catastrophes. L'exemple de Michael Burry montre que l'approfondissement des détails peut souvent révéler la vérité cachée derrière les statistiques et les prévisions de marché. Burry est décrit comme ayant un sens presque surnaturel pour identifier les déséquilibres dans les structures complexes, ce qui lui a permis de voir la crise venir. Un autre exemple est l'approche de Steve Eisman, qui démontre l'importance de remettre en question l'autorité et d'être prêt à se dresser contre le statu quo. Eisman, par ses critiques acerbes et ses questions incessantes, révèle la faiblesse d'un système qui privilégie les profits rapides au détriment de la stabilité à long terme. Lewis incite également à la réflexion sur la manière dont la cupidité peut aveugler même les plus intelligents. Les banques, par exemple, ont continué à créer des produits de plus en plus complexes et risqués dans le but de maximiser les profits, négligeant les risques énormes que ces produits représentaient. Ce chapitre rappelle à quel point il est crucial, dans toute entreprise ou investissement, de faire preuve de prudence et de rigueur. Conclusion. Le chapitre 8 de The Big Short est un tournant où la crise, jusqu'alors théorique pour la majorité, commence à devenir un fait incontournable. Michael Burry et Steve Eisman, par leur audace et leur détermination, montrent que même dans les systèmes les plus rigides, des voix dissidentes peuvent faire la différence. Lewis, à travers des descriptions vibrantes et des exemples précis, donne au lecteur une image de l'effondrement du marché qui est à la fois effrayante et instructive. Ce chapitre, tout en montrant la complexité de la crise, nous enseigne que les vérités qui se cachent derrière les chiffres et les graphiques sont parfois les plus révélatrices. La capacité de voir ce que les autres ne voient pas est ce qui a permis à certains de prédire la chute du marché et de se préparer à la crise. Cela montre l'importance de la perspicacité, du courage et de la préparation dans un monde où la majorité préfère souvent ignorer les signes avant-coureurs pour continuer à prospérer dans l'illusion de la sécurité. Résumé du chapitre 9. Le chapitre 9 de The Big Short met en lumière la montée en puissance de la crise des subprimes et comment les investisseurs qui avaient parié contre le marché, tels que Michael Burry, Steve Eisman et d'autres, commencent à voir les fruits de leurs prédictions.
Cette phase est celle où le marché commence à s'effondrer réellement, et Lewis décrit la montée de la panique dans les institutions financières, alors que des signes évidents de la crise deviennent trop accablants pour être ignorés. L'importance de la pression croissante. Les premières phases de la crise, décrites dans les chapitres précédents, avaient déjà été annonciatrices d'une situation difficile. Mais dans le chapitre 9, la pression atteint un nouveau sommet. Les institutions financières, qui avaient été aveugles aux signaux d'alerte, se retrouvent soudainement confrontées à des pertes massives. Les produits financiers sophistiqués, tels que les CDO, commencent à révéler leur vraie nature, des instruments qui ont été structurés pour masquer les risques, mais qui, à ce moment-là, deviennent des pièges mortels. Lewis illustre la dégringolade des CDO, où les emprunteurs incapables de rembourser leurs prêts entraînent un effet domino qui frappe le système financier mondial. Michael Burry, l'homme qui savait. Michael Burry, un personnage fascinant du livre, se distingue comme l'un des premiers à avoir anticipé l'effondrement. Dans ce chapitre, Lewis décrit comment Burry, après avoir pris des positions de vente à découvert contre les subprimes, voit ses investisseurs exprimer de plus en plus de doutes. Pour eux, le succès de Burry reste une abstraction jusqu'à ce que les chiffres deviennent impossibles à ignorer. Burry, qui se tenait ferme face à la pression, continue de défendre ses analyses et ses choix, et commence à être reconnu pour sa vision prémonitoire. Steve Eastman, la voix de la révolte. Un autre personnage clé, Steve Eastman, représente la critique la plus virulente et la plus lucide du système financier. Dans ce chapitre, Lewis décrit comment Eastman, armé de sa compréhension des pratiques douteuses et de son franc-parler, se bat pour révéler l'ampleur de la crise. Eastman devient une figure de proue pour ceux qui cherchaient à comprendre comment des institutions, supposées être les gardiennes de la stabilité économique, avaient été complices de la dérive vers le désastre. Le point de bascule. Le point de bascule se manifeste lorsque les pertes deviennent incontrôlables et que le chaos commence à se répandre. Les grandes banques, les agences de notation et les courtiers doivent maintenant admettre la vérité. Ce moment est particulièrement marquant dans le livre, car il démontre l'ironie tragique, alors que les experts du secteur ont été incapables de prévoir l'effondrement, ce sont des individus comme Burry et Eastman qui, grâce à leur perspicacité, en ont été les témoins et les catalyseurs. Le dilemme moral et l'impact de la crise. Le chapitre explore également le dilemme moral des investisseurs et des institutions. Ceux qui avaient parié contre le marché se trouvaient dans une position paradoxale, gagner de l'argent en prédisant l'effondrement du système tout en sachant que cela entraînerait la ruine de millions de vies. Lewis souligne la complexité de ce dilemme, et comment, pour certains, l'énormité des gains était ternie par la compréhension de l'ampleur des dégâts humains. Exemples et conseils du chapitre. Dans ce chapitre, Michael Lewis met en avant plusieurs conseils implicites que l'on peut tirer pour mieux comprendre la finance et le monde des investissements. La prudence envers la complexité. Lewis montre que les produits financiers trop complexes, comme les CDO, sont souvent des signaux d'alerte. Ils cachent des risques que même les experts ne peuvent pas toujours appréhender. C'est un conseil précieux pour tout investisseur, si quelque chose semble trop compliqué, il est peut-être préférable de l'éviter. L'importance de la recherche indépendante. Michael Burry a fait un travail de recherche indépendant qui a été crucial pour identifier la crise des subprimes avant tout le monde. Il a plongé dans les détails des emprunts, des taux de défaillance et des structures de prêt pour arriver à ses conclusions. Cette approche proactive et indépendante est essentielle dans tout domaine, surtout dans le domaine des finances. L'audace de penser différemment, les personnages du livre qui ont réussi Burry, Eastman et d'autres l'ont fait parce qu'ils ont osé penser différemment. Dans un monde où tout le monde suivait la tendance, ces hommes ont eu le courage de regarder au-delà des apparences. Cela souligne l'importance de développer un esprit critique et de ne pas avoir peur de remettre en question le consensus. Conclusion. Le chapitre 9 de The Big Short est un moment charnière où le récit prend une tournure plus dramatique et où la vérité de la crise commence à se faire jour. Lewis continue de nous entraîner dans les coulisses de Wall Street, révélant comment les forces de la cupidité et de la négligence ont provoqué l'effondrement du marché et comment des individus, par leur détermination et leur intelligence, ont réussi à le prédire et à en tirer profit. Le chapitre est une leçon sur la complexité des marchés financiers, sur le courage de penser différemment et sur les conséquences des actions humaines sur l'économie mondiale. Ce récit puissant est un appel à la vigilance, à l'intégrité et à la remise en question des systèmes que nous tenons pour acquis. Résumé du chapitre 10. Le chapitre 10 de The Big Short met en lumière le point culminant de la crise des subprimes, où les pertes s'intensifient et où les acteurs qui avaient prédit l'effondrement commencent à en récolter les fruits.
Michael Lewis expose la tension entre la rationalité des prévisionnistes et le chaos grandissant des marchés. Ce chapitre est centré sur le dénouement des paris gagnants de personnages comme Michael Burry, Steve Eastman et d'autres figures emblématiques, qui avaient osé s'opposer à la pensée conventionnelle. La confirmation des prédictions. À mesure que le marché commence à s'effondrer de façon spectaculaire, la victoire de ceux qui avaient pris la décision difficile de parier contre les subrimes se dessine de manière éclatante. Lewis dépeint l'angoisse des institutions financières qui avaient ignoré les signaux d'alerte. Les grandes banques, qui avaient vendu des produits financiers risqués en pensant pouvoir les masquer par des stratagèmes complexes, se retrouvent désormais acculées. La peur et l'incertitude s'étendent à l'ensemble du secteur financier alors que des sociétés autrefois trop grandes pour échouer se trouvent au bord de la faillite. Michael Burry, par exemple, est un cas fascinant d'individu qui a eu le courage de se lancer dans l'inconnu. Dans ce chapitre, Lewis détaille comment Burry, en dépit de la pression croissante et du scepticisme de ses investisseurs, maintient sa position et observe les signes que son pari se concrétise. Le chapitre nous montre les détails des décisions de Burry, son analyse minutieuse des données et la méthodologie qu'il a employée pour comprendre l'ampleur du problème des prêts subrimes. Le chaos et la panique sur les marchés. Lewis nous immerge dans le climat de panique qui envahit les marchés financiers à l'approche du cataclysme. Les grandes banques et institutions doivent faire face à des pertes qui dépassent tout ce qui avait été envisagé. La complexité et l'opacité des produits dérivés tels que les CDO et les CDS deviennent des pièges qui se referment sur leurs créateurs. L'auteur illustre comment les modèles mathématiques et les stratégies de couverture, qui étaient censés protéger contre les risques, se transforment en cauchemars quand la réalité dépasse les prévisions. Les décisions que prenaient ces institutions, motivées par la peur de perdre plus que par la raison, ne font que renforcer l'effondrement. L'ascension de Steve Eastman. Steve Eastman, connu pour sa brutalité intellectuelle et son scepticisme, est l'un des personnages dont l'histoire s'intensifie dans ce chapitre. Il est présenté comme une voix qui ne se contente pas de prédire l'effondrement, mais qui le comprend et le critique sans détour. Dans ce chapitre, nous voyons comment Eastman, avec ses analyses et son langage acerbe, attire l'attention de plus en plus d'investisseurs et commence à figurer parmi ceux qui parlent de la crise non seulement comme des observateurs, mais comme des acteurs influents. Exemples et conseils du chapitre. The Big Short regorge d'exemples pertinents et de leçons que l'on peut tirer pour naviguer dans le monde de la finance. L'importance de la recherche minutieuse. Michael Burry incarne l'importance de l'analyse indépendante et de la recherche approfondie. Ses investissements gagnants étaient le fruit d'une analyse méticuleuse qui ne s'arrêtait pas à la surface des chiffres. Pour tout investisseur, cela montre que la connaissance et la compréhension des données sont essentielles pour identifier des opportunités cachées. La résistance à la pression sociale. La crise de 2008 montre que ceux qui ont réussi à anticiper la situation étaient ceux qui ont eu le courage de penser différemment et de défendre leurs convictions malgré l'opposition. Le cas de Burry est emblématique, car il est resté ferme même face aux critiques de ses partenaires financiers. Ce conseil peut être appliqué à toute entreprise ou projet où la pensée innovante et la persévérance sont primordiales. L'ironie du succès dans le chaos, pour ceux qui ont parié contre le marché, gagner en prédisant la crise n'a pas été une victoire simple, car le coût humain et économique était énorme. Cela rappelle aux investisseurs et aux entrepreneurs que le succès dans des situations de crise doit être évalué non seulement par la rentabilité, mais aussi par l'impact sur le monde et les personnes qui nous entourent. Conclusion. Le chapitre 10 de The Big Short marque un tournant dans la narration de la crise des subrimes, où les prédictions se transforment en réalité dévastatrices et où ceux qui avaient vu venir la tempête commencent à en profiter. Lewis, par sa plume incisive, met en lumière non seulement l'ingéniosité des esprits qui ont anticipé la crise, mais aussi l'absurdité et le désespoir des grandes institutions qui ont été prises au dépourvu. Ce chapitre est une leçon d'humilité et d'intelligence pour quiconque souhaite comprendre comment le monde de la finance peut basculer en un instant. Les leçons à tirer, telles que l'importance de la recherche rigoureuse, le courage de penser différemment et la reconnaissance des répercussions morales de l'investissement, restent d'actualité pour les investisseurs et les décideurs d'aujourd'hui. Résumé du chapitre 11. Le chapitre 11 de The Big Short se concentre sur la manière dont la crise s'intensifie et comment les acteurs qui avaient vu venir le désastre commencent à en tirer profit. Lewis examine en détail l'évolution de la situation à la lumière des prédictions qui se sont avérées justes. Il explore comment ces individus, ayant été perçus comme des marginaux ou des « fous » par leurs pairs au départ, voient maintenant leurs investissements récompensés, alors même que le système financier mondial s'effondre sous leurs yeux. L'effondrement inévitable. Michael Lewis décrit la dynamique qui pousse la crise vers son point culminant.
Les produits financiers complexes, tels que les CDO, Collateralized Debt Obligations, et les CDS, Credit Default Swap, s'effondrent sous le poids de la réalité, une inadéquation entre leur évaluation initiale et leur véritable risque. L'auteur souligne la rapidité avec laquelle les banques et les institutions financières voient leur solvabilité menacée. Des figures comme Michael Burry et Steve Eastman deviennent alors des figures emblématiques du « courtage contre la tempête », observant, non sans un certain sentiment d'incrédulité, la destruction progressive du marché. Le personnage de Michael Burry. Burry est au centre de ce chapitre, et Lewis décrit la façon dont ses prédictions se concrétisent. Le chapitre détaille comment Burry, après des mois de scepticisme et de solitude, commence à voir des signes évidents que le marché s'effondre. L'auteur souligne la patience et la ténacité de Burry qui, au départ, était peu compris par ses collègues et investisseurs. L'incertitude persiste même lorsqu'il commence à réaliser des gains significatifs, car la complexité de la situation et la méfiance des grandes banques rendent le tableau difficile à interpréter. La peur et l'avidité dans le système financier. Lewis fait ressortir l'aspect irrationnel des grandes institutions et leur incapacité à voir la vérité même lorsqu'elle est manifeste. Les dirigeants des banques, accrochés à des modèles qui n'avaient plus de valeur, continuent de se convaincre que la crise peut être évitée. Cela illustre le thème récurrent du livre, la collision entre la rationalité des petits investisseurs et la folie de la finance institutionnelle. La peur et l'avidité, deux forces qui ont propulsé l'essor des subprimes, apparaissent maintenant comme des moteurs de la chute. Exemples et histoires clés. Lewis insère des anecdotes captivantes sur la manière dont certains des personnages principaux du livre, comme Steve Eastman et ses associés, découvrent l'ampleur des pertes et commencent à comprendre l'étendue du problème. Ces investisseurs, à la fois sceptiques et perspicaces, jouent un rôle crucial pour montrer au lecteur comment la logique et la préparation peuvent dépasser l'aveuglement collectif des grandes institutions financières. Eastman, par exemple, se révèle être un personnage qui, tout en poursuivant son travail d'analyse, prend un malin plaisir à démontrer le côté absurde du système. Par ses échanges et ses interactions, Lewis révèle la double nature de la crise, une opportunité pour ceux qui savaient, mais un désastre pour ceux qui se sont accrochés à des illusions. Conseils et leçons du chapitre. Dans ce chapitre, les leçons à tirer sont nombreuses pour les investisseurs et les décideurs. L'importance de la pensée indépendante, Burry et Eastman ont tous deux incarné l'importance de penser différemment. Leur succès est le résultat d'une analyse qui s'attaque aux conventions et à la pensée dominante. Cela montre que, dans un monde où la conformité est souvent récompensée, la capacité de penser en dehors des sentiers battus peut faire la différence. L'analyse des risques vs l'analyse des rendements, le chapitre souligne comment, trop souvent, le système financier se concentre sur les rendements au détriment de la compréhension des risques. L'expérience de Burry et d'autres démontre que l'évaluation des risques doit être au cœur de la stratégie financière, pas une simple considération accessoire. La gestion de la pression et des critiques, Burry, notamment, a dû faire face à des critiques intenses et à l'isolement, tout en restant fidèle à sa vision. Cela montre que dans des moments de grande incertitude, la résistance à la pression est cruciale pour atteindre ses objectifs. Conclusion. Le chapitre 11 de The Big Short de Michael Lewis est un chapitre révélateur, qui fait la lumière sur l'effondrement inévitable d'un système financier fondé sur l'illusion. Lewis nous montre que ceux qui ont anticipé la crise étaient à la fois des visionnaires et des victimes de la folie collective de leur époque. Leur succès n'est pas seulement le résultat de leur perspicacité, mais aussi le reflet de la gravité des failles structurelles du système. Ce chapitre est un rappel puissant de la manière dont le système peut être enclin à se voiler la face à la vérité, et comment des individus audacieux et déterminés peuvent changer la donne, même quand la tempête semble irrésistible. Résumé du chapitre 12. Le chapitre 12 se concentre sur la façon dont les investisseurs qui avaient parié contre le marché des subprimes commencent à percevoir les fruits de leurs choix audacieux, alors que la crise s'intensifie et que les acteurs de Wall Street voient leurs illusions s'effondrer. Ce chapitre est crucial pour comprendre la transition entre la prise de conscience du risque et la mise en pratique de la stratégie, avec des détails sur la façon dont la crise se déploie et sur les émotions vécues par ceux qui ont cru en l'effondrement du système. L'angoisse des grands acteurs de Wall Street. Michael Lewis décrit comment, au fur et à mesure que la crise progresse, la panique se propage au sein des grandes institutions financières. Les grandes banques qui ont été des acteurs majeurs dans la diffusion des produits de crédit risqués se retrouvent acculées, incapables de réaliser que la contagion est déjà bien avancée. Lewis capte la tension de ces moments critiques où les décideurs vacillent entre la peur de l'effondrement et l'espoir désespéré d'une issue salvatrice.
L'auteur met en lumière l'aveuglement volontaire qui a permis à ces institutions de continuer à exploiter des produits financiers de plus en plus complexes sans en mesurer la portée. La victoire de Michael Burry et des autres parieurs. Michael Burry, figure centrale de The Big Short, est présenté dans ce chapitre comme un personnage dont la perspicacité et la détermination se concrétisent. Lewis décrit comment Burry, malgré la pression et les doutes de ses partenaires, continue à défendre sa thèse. Le chapitre détaille l'évolution de ses investissements et comment les gains commencent à affluer, prouvant la justesse de ses prédictions. Burry, souvent perçu comme un outsider excentrique, s'avère être un visionnaire qui, en se concentrant sur les fondamentaux et en prenant des risques calculés, se démarque. L'auteur illustre les moments de gloire et d'incompréhension dans le parcours de Burry, qui, malgré la victoire, est loin d'être exultant. Lewis décrit ses émotions ambivalentes, il est satisfait d'avoir eu raison, mais consterné par l'ampleur des conséquences de la crise. Les effets en cascade sur le système financier. Lewis explore l'ampleur de l'effondrement en décrivant comment la chute des subprimes entraîne des répercussions à travers le système financier mondial. Les produits dérivés basés sur les prêts hypothécaires, qui ont été créés et distribués sans contrôle, deviennent des bombes à retardement. Le chapitre illustre également la complexité de ces produits et comment leur opacité a joué un rôle dans l'ampleur de la crise. Le narrateur aborde les histoires des autres parieurs comme Steve Eastman et le fonds Frontpoint, qui, eux aussi, voient leur stratégie s'avérer judicieuse à mesure que les banques sont frappées par la réalité des défauts de paiement massifs. Lewis met en lumière la satisfaction teintée de malaise des investisseurs qui, même s'ils profitent financièrement de la situation, se rendent compte que cette crise est bien plus qu'une simple victoire en termes de gains. Exemples et conseils du chapitre. L'importance de l'analyse des données réelles. Les investisseurs comme Burry et Eastman ont su prendre des décisions basées sur des faits et des analyses approfondies, au lieu de se fier aux apparences et aux recommandations des experts du secteur. Ce chapitre montre que l'analyse et l'interprétation des données sont cruciales pour comprendre les vrais risques cachés sous la surface. La gestion des émotions en période de crise, Lewis fait ressortir le fait que, même quand les choses tournent bien, les investisseurs doivent savoir gérer les émotions et rester concentrés. Pour Burry, il était essentiel de persévérer face à la méfiance et aux critiques de ses pairs. L'audace de la pensée indépendante, une autre leçon centrale est la nécessité d'avoir le courage de penser différemment. En rejetant les hypothèses de base qui sous-tendent le marché des subprimes, ces investisseurs ont été capables de voir ce que les autres ont refusé de reconnaître jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Conclusion. Le chapitre 12 de The Big Short est un tournant qui montre l'aboutissement des choix audacieux de ceux qui ont vu venir la crise. Michael Lewis, à travers sa narration, souligne les complexités et les contradictions de la finance moderne. Ce chapitre montre que, même au milieu du chaos, la clairvoyance et l'intégrité intellectuelle peuvent mener à des succès significatifs. Cependant, il expose également la dualité de ces succès, qui s'accompagnent d'une conscience douloureuse des destructions causées. Ce chapitre, par ses détails et ses histoires vivantes, est un puissant rappel de l'importance de la vigilance et de la préparation dans un environnement financier en perpétuelle évolution. Pour ceux qui cherchent à comprendre les leçons de la crise, The Big Short et ce chapitre en particulier offrent un éclairage sur la folie des grands marchés financiers et sur les héros méconnus qui ont osé défier l'orthodoxie. The Big Short de Michael Lewis est bien plus qu'une simple analyse de la crise financière de 2008, c'est une plongée dans l'univers complexe et souvent incompréhensible de la finance moderne, vue à travers les yeux de ceux qui ont anticipé la tempête et ont décidé d'agir. Le livre offre une critique saisissante du système financier, de ses pratiques risquées et de l'arrogance de ses acteurs, tout en mettant en lumière les forces opposées qui ont permis à certains de tirer profit d'une crise qui a détruit des millions de vies. L'un des aspects les plus fascinants de The Big Short est la manière dont Lewis réussit à humaniser ses personnages. Des figures comme Michael Burry, un investisseur excentrique mais brillant, Steve Eastman, au franc-parler décapant, et d'autres experts comme les équipes de Frontpoint et de Cornwall Capital, incarnent cette petite poignée de parieurs qui ont eu la vision, l'audace et la perspicacité de parier contre le système. Chacun de ces personnages est présenté non pas comme des héros traditionnels, mais comme des outsiders, souvent mal compris ou même méprisés, qui, malgré leurs différences, partagent une même volonté de s'opposer à une folie collective. Lewis raconte comment ces visionnaires ont analysé la montée et l'effondrement des subprimes et comment, à travers des calculs et une intuition exceptionnelle, ils ont anticipé un krach qui semblait impensable pour beaucoup. Le livre explore en profondeur les détails techniques et les instruments financiers complexes comme les CDOS et les CDS, rendant l'ensemble accessible aux lecteurs non spécialisés.
Ce contraste entre la complexité des produits financiers et la simplicité brute de la vérité qui les sous-tend des prêts à haut risque emballés et vendus comme des actifs serait l'une des plus grandes forces de l'ouvrage. La conclusion de The Big Short n'est pas seulement une reconnaissance de la clairvoyance de ses protagonistes, mais une mise en garde contre la répétition des erreurs passées. Lewis fait comprendre que la crise de 2008, loin d'être une anomalie, est le symptôme d'un système financier qui est structurellement vulnérable à la cupidité et à l'aveuglement collectif. Les leçons à tirer sont nombreuses, de la nécessité de régulation plus stricte à l'importance de la transparence dans la finance, en passant par l'incontournable nécessité d'un système qui valorise l'intégrité sur la spéculation. En fin de compte, The Big Short est un témoignage vibrant de la manière dont la vérité peut être cachée sous les couches de la complexité et du conformisme. C'est un appel à la vigilance, à la pensée critique et à la prise de risque intelligente. Michael Lewis nous rappelle que l'histoire ne se répète pas nécessairement de la même manière, mais qu'elle a tendance à bégayer et que ceux qui écoutent les signaux faibles sont ceux qui peuvent éventuellement changer le cours des choses. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.